Bonjour et bienvenue à un livre audio de Le Petit Sauvage de Alexandre Jardin, lu par moi, Hugo le Magnifique. Ceci est la partie 2. Pourquoi pas dans la partie 1? Ben, parce que j'avais la flemme. Est-ce que je vais la faire un jour? Peut-être. Page 60. J'entrais d'un bon pas dans la halle dans la Mandragore. La propriétaire pétunait derrière la réception, juchée sur un tabouret. Elle marinait dans sa sueur en exhibant les varices qui couraient le long de ses jambes molles. « Qu'est-ce que vous voulez encore » zizota-t-elle. « Rachetez votre hôtel. »« Pardon, je vous offre 10 millions, annonçai-je sans mégoter, à condition que vous débarrassiez le plancher avec vos clients d'ici 3 jours. Naturellement, je ne possédais pas la 20e de cette somme, mais je pensais pouvoir l'emprunter auprès d'une banque avec la caution de mon entreprise. Monsieur Louis me tenserait très certainement. Cette initiative mettrait en péril l'équilibre financier des clés Eiffel. À vrai dire, il me plaisait d'être imprudent. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le petit sauvage, lui, n'aurait pas rechigné à prendre une décision aussi hardie. Le premier mouvement de la propriétaire fut de m'expulser sans ménagement. J'insistais. Elle s'aperçut avec stupéfaction que je ne plaisantais pas. La discussion s'engagea. 6 heures de vocifération plus tard, nous signâmes un compromis de vente en pleine nuit. Je n'ose révéler le montant de cette transaction. J'étais prêt à tout pour acheter mon enfance. Désormais, la réalité devait se conformer à mes souhaits. Ne cessais-je de me répéter. Jour après cet accès de folie, j'arrachais le grand panneau Villa Eiffel 5 étoiles qui défigurait l'entrée du parc et fixait à la place une modeste plaque sur laquelle était écrit « La Mandragore ». Les débris du clan Eiffel pouvaient rappliquer. J'avais effacé 23 ans de déshonneur. Notre famille avait retrouvé son corps. Je m'armais de pinceau et en quelques jours de fiévreuse activité, redonnais au rez-de-chaussée un air d'autrefois. Le plancher glissait réapparu. Je brûlais avec frénésie la moquette luxueuse. Lily ne cessait de lancer « Le petit sauvage, tu es un fou !» Cette voix d'outre-tombe qui résonnait dans notre maison vide me donnait parfois l'impression que mon père se trouvait dans la pièce d'à côté. Je voulais grimper la mandragore, lui rendre ses couleurs d'antan, avant d'y faire revenir celle qui avait été la machienne de ce lieu, l'âme des Eiffel, la détentrice de notre singularité, ma grand-mère. Sans la présence de tout moment, le petit sauvage ne pourrait renaître. Elle seule saurait comprendre la sagesse de mon entreprise, m'entourer de ses soins maternels et me dire quel petit garçon j'avais été. Au fond, j'ignorais qui était vraiment le petit sauvage. J'avertis par téléphone la femme d'Alexandre Eiffel. Mon voyage va durer plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je m'étais fixé pour règle de ne plus rien prévoir. Le petit sauvage se contentait du présent. Elk exigea des explications. Je demeurais fuyant, allusif. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Dis-moi que tu m'aimes, murmura-t-elle avec inquiétude dans l'appareil. J'haïs le type que tu as épousé. J'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre que toi. Pour une fois, c'est pourtant bien moi qui te parle. Allez, au revoir. » Je raccrochais sans lui laisser mon adresse. Un sentiment de soulagement se mêlait à une sourde culpabilité. J'avais conscience d'être cruel et j'en souffrais. Mais, dans le même temps, je n'étais pas mécontent de l'être. Le petit sauvage ne craignait pas de blesser ou de mortifier son entourage. Il ne savait que caresser ou griffer. Je n'osais pas prévenir ma tante que la mandragore était à nouveau la propriété des Eiffel. Je ne savais comment lui faire sentir que ce repli en enfance était ma manière d'avancer. Il m'a fallu cependant joindre M. Louis, lui annoncer que j'avais surendetté les clés Eiffel et l'informer que je lui déléguais tous mes pouvoirs. Il protesta vivement, essaya de me ramener à la maison et me rappelait un si grand nombre de fois pour m'admonester que je finis par couper la ligne téléphonique avec une paire de ciseaux. Cette initiative me combla d'aise. Le monde des adultes ne pouvait plus m'atteindre. Je renouais avec la quiétude du petit sauvage qu'aucun coup de téléphone ne dérangeait dans ses amusements. Mais il n'est pas aisé de vaincre ses habitudes. Je ne m'étais jamais vraiment reposé,
ne fût-ce qu'une semaine. Aussi étais-je saisi de temps à l'autre par l'envie de faire établir la ligne pour expédier quelques affaires soi-disant importantes. Les urgences factices de la vie d'adulte. J'eus cependant assez de volonté pour ne pas céder aux injonctions de M. Eiffel qui, par insistant, trépignait en moi. À quelques kilomètres de la Mondragore, je retrouvai l'élevage de phoques terriers où mon père avait acheté Marcel. Dans une cage exiguë, un klebs borgne et disgracieux aboyait, je sais pas. Le marchand usa de toute sa rhétorique commerciale pour tenter de m'en refiler un autre. Mais la laideur de ce fox était comparable à celle du chien du petit sauvage. Je rachetai donc un Marcel. Par la voix de Lily, mon père approuva cette acquisition. « Le petit Marcel, tu es un fou! » Parfois, en exécutant mes travaux de peinture, j'étais transpercé par des doutes affreux. Mon dessin n'était-il pas voué à un échec inexorable? N'étais-je pas en train de m'enfoncer dans une douce démence? Le chien que je nommais Marcel n'était pas Marcel. Lily n'était que le fantôme de mon père, et tous les miroirs de la Mandragore, ceux qui étaient encastrés dans les boiseries, me rappelaient que je n'étais plus un petit garçon. Mais ces éclairs de lucidité fortifiaient ma résolution. Je puisais dans ma révolte contre l'usure du Stein folle énergie. Savoir qu'une madame de tonnerre intacte vivait au bout du jardin confortait encore ma détermination. Dans mon exaltation, je peignis en blanc tous les miroirs de la maison. À quelques coups de pinceau, je leur retirais ainsi le droit de me faire croire que j'avais 38 ans. Chaque jour, je retournais m'allonger dans l'arbre du pot sauvage avec un oreiller que je plaçais sous mon ventre. Mademoiselle de Tonnerre ne se montrait pas. J'appréhendais cette apparition autant que je l'espérais. Récréer avec elle l'intimité particulière que j'avais tissée avec sa mère ne me semblait guère possible. Mais je souhaitais confusément établir entre nous un commerce charmant et ambigu qui y ressemblât. Nous nous étions connus enfants. Manon avait 6 ans de moins que moi. Le petit sauvage l'avait presque toujours négligée. Qui était-elle devenue? Je craignais par-dessus tout que, sous son apparence délicieuse, Manon ne fût à présent une gourde sans attrait véritable. Retrouver le corps de mon idole gouverné par un esprit creux me serait pénible. Il me fallait la rencontrer. Page 65. Un matin que je rêvaissais dans le parc avec Marcel, j'aperçus Manon qui se prélassait au soleil sur la plage. Ma gorge devint aride. Mon organisme réagissait comme si les yeux petits sauvages s'étaient arrêtés sur Madame de Tonnerre. Prisonnier de ma réserve, je ne savais comment l'aborder. À ce moment, j'en vis le naturel avec lequel les enfants vont simplement les uns vers les autres en suivant leur inclination. Comme la plupart des adultes, j'avais oublié le secret de cette aisance. Entrer en relation était pour Alexandre Eiffel un acte délicat qui obéissait à une étiquette. Il ne se voyait pas adresser la parole à une presque inconnue sans avoir été introduit par une tierce personne. Demander son chemin dans la rue à une femme était admis par la jurisprudence des usages, mais lui parler sans le secours d'un prétexte me parut inconvenant et, par là, difficile à accomplir sans éprouver une certaine gêne. Cependant, j'entendais me dégager de ces entraves artificielles. Le petit sauvage, lui, avait l'art de rencontrer les gens en recourant à des procédés qu'il imaginait dans l'instant. Je décidai donc de me faire confiance en me laissant agir spontanément. Sans réfléchir, j'ôtais mes chaussures, mis mes lunettes de soleil et, comme dans un songe, me dirigeai droit vers celle que j'avais recherchée à travers toutes ces femmes que j'avais voulu aimer jusqu'alors. Plus que j'approchais d'elle, plus mon anxiété croissait. Le petit sauvage ne me soufflait aucune stratégie galante, et je ne me sentais pas la ressource d'improviser. La plage était déserte, ointe de crème solaire. Manon dorait en maillot de bain, les yeux mi-clos. C'était bien le corps de Madame de Tonnerre qui se trouvait étendu devant moi. J'avais très soif. Quand soudain, à moins de 2 mètres d'elle, je me revis vers 12 ans dans une situation semblable, devant la petite fille qu'elle fut.
Le contact du sable chaud sous mes pieds avait ranimé un souvenir enfoui dans ma mémoire. Ainsi qu'elle avait fait le petit sauvage, je commençai à tracer dans le sable avec mon talon droit le plan d'un appartement. Manon en était dans le centre. Au bout de 3-4 minutes, elle ouvrit les yeux et constata qu'elle se retrouvait dans une maison imaginaire. Son regard annonçait un esprit pénétrant. Et elle ne mentait pas. Tout dans sa physionomie exprimait la gourmandise, le dessin de ses lèvres, ses narines en abeille, ses pommettes, ses dents fines. « Si vous voulez sortir, dis-je timidement, il faut prendre le premier couloir à droite, puis vous traversez la salle à manger, le salon et la porte d'entrée est ici. » Oh my god, c'est vraiment le Rizzler. « Et je suis où là? » manda-t-elle en souriant. Sa voix me fit tressaillir. J'entendais celle de Fanny. « Dans votre salle de bain, répondis-je. Je jouais ce petit jeu quand j'étais gamine sur cette plage avec un petit garçon plus âgé que moi. Je sais. Vous savez, fit-elle ironique. J'ai un don de voyance, répliquai-je avec sérieux. Je peux même vous dire qu'à 5 ans, on vous appelait Manouche, vous aviez une nurse anglaise, un petit vélo blanc, et vous portiez toujours un chapeau de paille. Interloqué, Manon se redressa. On se connaît? Vous ne croyez pas la voyance? Non, si, enfin, pourquoi pas, mais qui êtes-vous? Vous avez une cicatrice sous le pied droit. Vous vous avez ouvert le talon sur un rocher, le jour de l'anniversaire de vos 7 ans. C'est quoi le prochain, il va la doxer. Si c'est de la voyance, chapeau. Et si vous n'avez vraiment rien à foutre du petit garçon avec qui vous jouez sur cette plage? Non, là, faites erreur. C'était mon premier amour. J'étais folle de lui, mais je lui cachais bien. Je retirai mes lunettes de soleil. Manon me dévisagea. Sans me reconnaître tout à fait, elle manifesta un léger trouble. En croisant mon regard et fugitivement parut déceler dans mes traits les vestiges d'une figure familière. Ce petit garçon, c'était moi. Manon demeura attardée quelques secondes, puis elle dit à mi-voix. C'est vous? Oui, je suis votre ancien et votre nouveau voisin. Je viens de racheter la mandragore. Bonjour, Manon. Je lui tendis une main en m'asseyant. Elle la serra. Il faisait très beau. Alexandre, chuchota-t-elle. Alexandre Eiffel, le petit sauvage. Je suis désolé, vous avez un peu changé. Et je m'attendais vraiment pas à vous croiser aujourd'hui sur cette plage en train de jouer au fou voyant. Elle partit dans un éclat de rire. Je retrouvai en Manon la grâce piquante de Madame de Tonnerre, toute la chaleur de son timbre grave, ainsi qu'une bonne part de sa présence. Bien que peu appuyée, ses regards me laissaient deviner qu'elle apercevait la physionomie du petit sauvage qui, par instant, tressaillait sous mon masque d'homme. Un léger tremblement de ses lèvres trahissait l'émoi qui s'insinuait en elle. Une vague de réminiscence fit même rosir ses joues. Jamais le petit sauvage ne me remarquer que Manouche crevait d'amour pour lui. Il prenait la froideur que cette petite fille lui témoignait pour du mépris et ne pouvait concevoir que son attitude fût un effet de sa timidité. « Ce que j'ai pu être amoureuse de vous? Enfin, de toi? Tu sais qu'est-ce que c'est, une passion de petite fille? » Elle ajouta comme pour se rassurer. « Mais tout ça s'est dispensé. Qu'est-ce que tu deviens? Ça ne me dérange pas si je continue à vous voyer. »« Non, non, répondit-elle étonnée. Le petit sauvage ne s'était jamais permis de tutoyer Madame de Tonnerre. Eh bien, je suis devenu un vieux con, dis-je gaiement. Mais ça va changer. C'est pour ça que je suis là. Sur ces mots, je retirai mon alliance dans ma main gauche et, sur le regard médusé de Manon, la lançai dans la mer. Moi, l'apologue du mariage, je venais de commettre un acte qui contredisait toutes mes convictions avec une légèreté qui m'a surpris, sans que j'en aie eu pesé toute la gravité. Quelle délivrance! J'en frissonnais d'aise. Surprise par mon geste, Manon resta muette. Je vais me recommencer, pourrais-je en corriger, et remettre un peu d'enfance dans ma vie. Et vous? Manon étudiait les humeurs des volcans, consacrait ses curiosités aux plus perfides.
crapahuter dans de profonds cratères au ras de la lave liquide, renifler l'air imprégné de soufre, sentir le pouls de ces roches vivantes, l'enivrer de danger, tout cela lui était un bonheur. À ses yeux, une éruption était un moment sacré, le seul spectacle qui puisse rivaliser en beauté barbare avec la venue au monde d'un enfant. En causant du feu, elle dépeignait son tempérament à son insu. Je me passionnais illico, sans forcer mes sentiments, pour cette jeune femme éprise de ferveur et animée par une impressionnante capacité d'émerveillement. En elle, Manouche respirait toujours. Son regard, radioactif, ne s'était pas éteint. Elle évoquait les coulées de matière en fusion, leur viscosité, leur élan avec un enthousiasme fébrile qui achevait de m'étourdir. Un instant, je me souviens de la petite Manouche à son retour de voyage en Italie. À l'Utah, elle avait cité par hasard une explosion de Stromboli. Une vague de magma s'était déversée par une large fissure ouverte sur le flanc de l'océan. De cet éblouissement était née une certitude. Plus tard, je serai contrôleuse de volcans, avait-elle dit. Songeant à mon entourage, je m'étonnais de ce que les femmes fussent moins sinistrées aux approches des 35 ans que la plupart des hommes, plus soucieuses d'écouter et de respecter la petite fille qu'elles furent. D'où vient cette négligence masculine, cette ardeur à immoler le petit garçon? Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Manon vivait donc au rythme de la terre, défaisait sa valise au pied de chaque volcan malade dans son activité, un jour au Japon, le lendemain au Mexique. Elle ne se trouvait chez sa mère que pour y passer les vacances et y préparer un grand événement. « Je vais me marier bientôt avec Bertrand, mon ami, » précisa-t-elle, avec spontanéité. Je lui posai alors une question qui était à moi-même. « Vous ne trouvez pas que ce serait formidable si on s'autorisait à dire la vérité de ce qu'on sent, comme des gamins? »« Oui, pourquoi ?» fit-elle, interloquée par ma brusque sortie. « Eh bien, je vais vous le dire. Ma vérité, si vous vous mariez, je serai désespéré. » Hey, moi et lui, quelque chose en commun. Mal à l'aise, Manon se mit à rire et demanda avec une fausse gaieté. « Tu plaisantes? » ?»« Non, je ne vous demande rien. Rien que votre présence. Je n'ai pas envie de toucher votre corps, mais je serais vraiment malheureux si vous épousiez votre Bertrand. »« Alors, toi, tu as une façon de faire des avances. »« Je ne fais pas la cour, Manon, et ne prétends à aucune faveur particulière. J'en ai assez des rapports prévisibles entre les hommes et les femmes. Je souhaiterais seulement jouer avec vous. »« À quoi? »« À tout, sauf à l'adulte. » Tout à coup, j'aperçus au loin la silhouette de la véritable Madame de Tonnerre qui rappliquait vers nous. Elle paniquait à l'idée de rencontrer mon idole vieillie. Elle devait rester aussi jeune que sa fille, inatteignable par les ans. Je me levai et lançai à Manon. « Si un jour vous avez envie de pirater, venez gratter à ma porte. Vous vous souvenez de ce que ça voulait dire? »« Oui. À bientôt. » Je me carapatai. « Attendez, maman arrive. Elle sera contente de vous revoir. » Sans répondre, j'arrêtai le pas vers la mandragore. Le rez-de-chaussée rappelait désormais celui de notre villa d'autrefois. Seul les meubles manquaient. Il était temps d'enlever tout maman, de la faire évader de son asile de vieillard pour la réinstaller dans ce décor de son passé, là où elle avait régné pendant plus d'un demi-siècle. Le petit sauvage ne l'aurait pas laissé s'amenuisier aussi longtemps dans un tel purgatoire. Je montai dans la voiture de location et pris la direction de la maison de retraite. J'étais résolu à sauver ma grand-mère de la vieillesse et de son cortège d'humiliation. Page 73. Né en 1907, tout maman avait cessé de chercher le bonheur parmi les adultes en 1914. La guerre que se livraient alors les grandes personnes de France et d'Allemagne lui avait inspiré une aversion totale pour les individus de plus de 12 ans. Depuis cette époque, elle s'était ingéniée à mettre une distance entre le monde et elle. En épousant mon grand-père, Polycarpe Eiffel, elle s'était retranchée dans la mandragore et avait transformé cette villa en petit univers préservé de la logique des citoyens majeurs. Dès que l'on franchissait la grille d'entrée du parc, on ressentait une atmosphère légère des grandes vacances. Chez tout maman, le goûter était un repas digne de tous les raffinements.
Évoquer les actualités ou lire la presse sérieuse était interdit. Un minimum de désinvolture était de mise. Tout le monde jouait avec les graffitis que les enfants mettent dans leur divertissement. Mon grand-père, jovieux mari sourd, et veillait chaque jour à ne pas se tromper de perruque. Il en possédait 7 de même couleur, donc les coupes de longueur différentes lui permettaient de faire croire que ses cheveux poussaient toujours. Qu'elle prétendait être allée chez le coiffeur, alors qu'elle avait fait une virée chez une vieille putain. Il ajustait avec soin son crâne, sa perruque la plus courte. Lorsque mes parents descendaient à la Mandragore, ils jouaient à vivre ensemble, à s'aimer et à nous élever. Mon père était géologue. La compagnie minière qu'il employait fouillait les entrailles de l'Afrique. Tout maman le disait chercheur d'or. Elle ne pouvait se retenir de magnifier les êtres qu'elle aimait. Mon père et ma mère, qui le suivaient, se trouvaient donc souvent loin du petit sauvage qui coulait des jours paisibles au collège Mistral. Tout maman m'accueillait à la Mandragore les week-ends. Mes rapports avec mes parents étaient aussi épisodiques que bénéfiques et fabuleux. Quand elles étaient en France, elles me regardaient vraiment. Mon père enchantait le quotidien. Tout était prétexte à organiser les réjouissances, à commettre des friponneries. Avec lui, exister était une fête. Il surgissait déguisé en Père Noël le 14 juillet, inventait 1000 périls imaginaires afin de paraître capable de m'en protéger, réparait une vieille montgolfière destinée à faire le tour du monde en 79 jours, construisait une catapulte géante sur la plage pour m'expédier dans la mer, louait une girafe le jour de mon anniversaire, installait des ruches en verre, faisait une grande consommation de feux d'artifice, m'offrait un bison empaillé. Indigne, fils de sa mère, il mettait en scène la vie. Tout maman était née sauvage. C'était elle qui m'avait surnommé le petit sauvage, comme pour marquer qu'elle retrouvait son sang bouillant dans mon caractère. Son extravagante passion pour moi me gênait parfois. À table, elle m'attribuait systématiquement la plus grosse part du dessert. Mes cousines devaient se contenter de maigres portions. Tout maman n'avait plus connu de limite à sa volonté depuis 1927, l'année de son mariage. Accoutumée à céder à tous ses instincts, ma grand-mère était décalée dans presque toutes les situations. Avec gaieté, elle paraissait léviter au-dessus du réel. À ses yeux, les lois de la République ne concernaient ni sa famille, ni sa maison qu'elle regardait comme un sanctuaire inviolable. Pendant la dernière guerre mondiale, des officiers de l'armée allemande avaient tenté d'installer un commandantur à la Mandragore. Inconsciente du danger, elle les avait expulsés en les saisissant par l'oreille comme des galopins. Leur réalité ne la concernait pas. À la mort de mes parents, tout maman avait dû quitter sa villa féerique pour emménager dans une maison de vieux en ciment. Soudain, la vraie vie l'avait rattrapée. Les grilles de notre jardin ne l'avaient pas protégée contre la pauvreté et la vieillesse. J'arrêtai ma voiture devant l'asile. Un parallélépipède gris au charme fort discret. J'étais venu libérer la souveraine de la Mandragore, lui rendre son sceptre et son passé. « Hé, où allez-vous » me lançait une infirmière, tandis que je gravissais en courant les marches comme un grand escalier. « Où est Madame Eiffel ?»« Sur la terrasse, au 2e étage. » Sur le toit de l'immeuble, des vieillards inutiles avaient été installés dans des fauteuils, chacun sous un parasol mité. Dans leur solitude, certains mâchaient des mots vides de sens, palabraient avec le vide. D'autres séchaient sur place en suppliant qu'on leur apportât un verre d'eau. Toutes les demi-heures, une infirmière nonchalante déplaçait ses bientôt cadavres afin qu'ils restassent à l'ombre, histoire de préserver les viandes. Ah, boy! Des mouches voletaient dans les yeux des plus déconfits, ceux qui roupouillaient... Je suis pas capable. Ceux qui roupillaient la bouche ouverte en laissant voir une denture ébréchée. On les faisait ainsi tourner autour des parasols à longueur de fin de vie. Je cherchais tout maman du regard. Était-elle attablée à côté de la dame qui était en train de se soulager sous elle? Non, ce n'était pas elle. Un homme né au 19e siècle m'agrippa. « Vous n'auriez pas un petit mégot? Un tout petit. » Je lui laissa mon paquet de cigarettes. Et dire que toutes ces momies ont été des enfants pétillants, pensai-je en frissonnant. Mais où était ma grand-mère?
Monsieur Eiffel lança-t-elle de sa voix claire. Je me retournai. Attablé devant un scotch, tout maman souriait en se passant un peu de rouge carmin sur les lèvres. À 93 ans, elle n'avait toujours pas déposé les armes de la séduction. « Quel bon vent t'amène, Monsieur Eiffel ?» me demandait-elle avec une pointe d'ironie. « Le petit sauvage vient te chercher. J'ai racheté un mandragore pour nous deux. Je t'amène tout de suite. » Tout maman s'arrêta de respirer. De un à un, les muscles de son vieux visage tentèrent de lui composer une expression de bonheur. Un sourire timide finit par se dessiner sur sa bouche. Son masque de tristesse s'évanouit. Je retrouvai sa figure radieuse d'autrefois. « Tu viens de me tirer d'un long sommeil, » murmura-t-elle. Tout maman attrapa sa canne, se leva et prit mon bras, en disant sur un temps joué. « En chemin! Nous nous arrêterons chez le garde-meuble. » « Le garde-meuble? À la vente de la mandragore, je n'ai pas pu me séparer de mes affaires. Alors j'ai tout confié à un garde-meuble, mes commodes, mon lit, enfin tout. » De ma stupéfaction, elle ajouta comme pour s'excuser. « Tu sais, en vieillissant, on tient ses petites affaires. C'est absurde, mais puisque ça n'allait plus, embrasse-moi. Si je n'avais pas été prévoyante, avec quoi aurait-on remeublé la mandragore? » J'embrassai ma grand-mère et, tel un prince de conte, l'emportai loin de ce présent hideux, vers nos complicités d'antan. Avec du recul, je crois que cet enlèvement fut sans doute le plus bel acte de mon existence, bien qu'il fût égoïste. Un avenir aussi beau que notre passé nous attendait. Du moins, l'espérais-je. En route vers la Mandragore, page 78. En route vers la Mandragore, je racontai à tout maman comme Alexandre Eiffel avait décidé de se supprimer pour que le petit sauvage pût renaître. Ma décision lui parut assez déraisonnable pour être sage, que juste pour ambition de remonter le temps la ravissait. Tout maman avait toujours essayé de me donner de la vie des notions romanesques, de m'inculquer le goût de la révolte contre les limites de la condition humaine. Elle pensait que la réalité dont parlaient les grandes personnes n'est qu'une illusion qu'elles entretiennent avec soin pour justifier leur lâcheté, leur manque d'imagination et leur misère affective. Je ne connais pas d'autre vérité que celle de mes désirs, avait-elle coutume de répéter. Tu sais, me dit-elle avec émotion, j'ai bien cru que je ne reverrais jamais le petit sauvage. Je l'informai que, s'il le voulait bien, la mandragore roulerait désormais avec elle. J'étais prêt à lui donner procuration pour qu'elle signât des chèques à ma place. Le petit sauvage n'avait besoin que d'un peu d'argent de poche. Je ne souhaitais plus administrer mon quotidien. Ce sera elle qui réglerait, avec mes sous, les factures de gaz et d'électricité, mes impôts et ces 1000 petits tracas qui sont le poil à gratter de l'existence. Je ne désirais ne plus songer au menu de mes repas, ni avoir à faire un plombier ou un assureur. Tout maman accepta cette charge qui lui donna le sentiment d'être enfin utile, me dit-elle. Je recouvrais séance tentante l'insouciance allègre des enfants qui ne s'inquiètent pas des exigences de la vie matérielle. À l'heure du goûter, il me suffirait de me rendre à la cuisine pour y trouver des tartines à la gelée de groseilles préparées par tout maman. Le gazon serait tondu par un jardinier qui entretiendrait le parc sans que je sache ce qu'il me coûterait. D'ailleurs, avais-je les moyens de l'employer? Cette question ne m'intéressait plus. Le petit sauvage ne se l'était jamais posé. J'ignorais encore que tout maman trouvait dans mon dessin une occasion de revivre par l'imagination des moments heureux aux côtés de son fils. À 38 ans, je ressemblais étonnamment à mon papa au même âge. Tout maman apercevait donc mon père en moi. Je regardais Manon comme une madame de tonnerre préservée des atteintes du temps, et Manon était troublée de deviner le petit sauvage sous mes traits d'homme. Étrange jeu de miroir, mais quand le cœur se met à battre, n'était-ce pas presque toujours parce qu'on voit autre chose que ce qu'on a devant les yeux? Nous arrivâmes le soir à la Mandragore. « Arrête-toi !» tonna tout maman alors que nous nous engagions dans l'allée de platanes qui mène à notre maison. Je pliai, sa voix avait tremblé. Tout maman s'efforça de
juguler une émotion trop forte. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se ressaisit pour masquer son trouble. Ton grand-père, Polycarpe, n'a jamais toléré qu'on garde les voitures devant la maison. Tu ne vas tout de même pas commencer. Feu, mon grand-père, nourrissait une haine pour les automobiles à la mesure du culte qu'il voit aux chevaux. Et Beist, grand chevalier, Polycarpe accusait avec virulence André Citroën, Henry Ford et leurs complices d'avoir porté un coup mortel à l'équitation. Mes grands-parents paternels ne possédaient donc jamais de voiture à moteur. Pour se rendre au marché, tout moment faisait de l'autostop. Son habitude était d'arrêter les véhicules qu'elle jugeait dignes de la transporter en se tenant au milieu de la route. Quand je l'accompagnais, elle préférait ensuite une phrase rituelle qui me mettait à chaque fois mal à l'aise. « Bonjour, monsieur. Vous m'avez l'air de citoyen convenable. Sachez que je suis une grand-mère sans voiture qui propose d'amener son petit-fils à la ville. Accepteriez-vous de nous véhiculer? Arrête-toi là et fais-moi le plaisir de rendre au plus tôt cette carrosserie de location. » Nous avions à peine franchi la grille sans que sa nature excentrique et impériale renaissait. Trop ému pour la laisser paraître, tout maman se donna l'air de rentrer chez elle comme s'elle ne s'était absentée que quelques heures. Tout dans son attitude niait que 23 années s'étaient écoulées depuis son départ. J'ai préparé un souper. Pendant ce temps-là, va donc à l'église du village me chercher quelques litres d'eau bénite. Tout maman avait toujours consommé d'énormes quantités d'eau bénite. La fréquence de ses ablutions et des aspersions qu'elle pratiquait sur ses petits-enfants à l'aide d'un rameau de buis était sidérante. À chaque fois qu'elle trompait son époux, ses appétits sexuels étaient indomptables. Elle rinçait la totalité dans son corps à l'eau bénite. Dès que le petit sauvage commettait le corps d'un péché véniel, elle était bon pour une aspersion. Quand des gitans passaient sur la route devant la mandragore, tous les pièces de la maison étaient purifiés à l'arrosoir. Des gitans, c'est pas rendu un slur, genre, en tout cas. Le petit sauvage était donc de corvée d'eau bénite une fois par semaine. Elle se rendait à l'église du village, munie de bouteilles de whisky vides. Mon grand-père avait un faible pour le scotch écossais. Afin de les remplir en les plongeant dans de profonds bénitiers. Je détestais cette besogne. Le glou-glou des bouteilles résonnait dans la petite église. J'étais terrorisé à l'idée d'être surpris en train de voler des litres de l'eau du bon Dieu. Une cousine m'avait un jour suggéré de remplir les bouteilles dans la rivière qui coule au fond du parc. Cela m'invitait à la longue marche jusqu'à l'église et le retour harassant avec la cargaison d'eau bénite. Pendant des années, tout maman avait donc béni sa famille, son jardinier, son mobilier, avec de l'eau de la rivière. Ce soir-là, je trichais de la même façon. Un frisson de culpabilité me traversa. Pour mon plus grand plaisir, cette sensation faisait écho à danser l'émotion. Quand je revenais à la mandragore, tout maman avait les yeux rouges. Elle avait dû m'envoyer chercher de l'eau bénite pour pleurer à son aise. Nous n'en parlâmes pas. Elle avait dressé un couvert sur une table à tréteaux. Ses meubles ne seraient livrés que le surlendemain. « Le petit sauvage a tué un fou !» lança Lily. « Cette voix !» murmura tout maman. Je sortis Lily de sa cage, la posa sur le rebord de la table, devant un bol rempli de fruits coupés. Tout maman servit des œufs frits dans nos assiettes. « Le petit sauvage a tué un fou !» répéta Lily. « J'ai l'impression de souper avec ton papa, » dit tout maman en souriant. Le visage de son fils se trouvait devant elle, en filigrane dans le mien, et la voix de mon père retentissait dès que Lily ouvrait le bec. Marcel s'était couché sur mes pieds, ainsi que le faisait le chien du petit sauvage. J'avais le sentiment de dîner en enfance avec ma grand-mère, loin de l'homme que j'étais devenu. Les boiseries dans le mandragore craquaient, comme autrefois. La silhouette de Madame de Tonnerre flottait dans mon esprit. Tout maman évoquait une vieille querelle jamais vidée avec nos autres voisines, les Mortebises. Depuis toujours, elle prétendait, en s'appuyant sur d'obscurs arguments, que la moitié de leur jardin nous revenait droit. À plusieurs reprises, elle avait déjà tenté d'annexer les plates-bandes qu'elle convoitait. « Cette fois, s'exclama-t-elle, ce sera l'Anschluss.
Tout maman, j'ai cru qu'il faut mieux renoncer une bonne fois pour tous. Tu m'abandonnes? Il n'y a plus d'hommes! Il n'y a plus d'hommes! Écoute, la ligne de partage est juste. Je ne connais de justice que dans la défense des gens qu'on aime, me rétorqua-t-elle ulcérée. Après le dîner, tout maman insista pour me peser sur une unique balance qu'elle avait trouvée sur l'une des salles de bain de la maison. Surveiller mon poids était pour elle une façon de mesurer avec précision l'amour qu'elle me prodiguait. Depuis l'âge de 15 ans, elle avait ainsi contrôlé régulièrement ma prise de poids. J'avais l'imprudence de perdre 1 kilo sur son toit. Je recevais une claque. 2 kilos en moins me valaient des corvées supplémentaires d'eau bénite. Le tourbillon de son extravagance me ramenait en arrière, mais j'étais conscient que ma stratégie pour ressusciter le petit sauvage demeurait artificielle. Une idée me vint alors à l'esprit. Seul un choc amoureux pouvait me rendre ma radioactivité. La renaissance du petit sauvage n'aurait lieu que si m'autorisais à cultiver la passion que je ressentais pour Manon de Tonnerre. N'est-on pas replongé dans la poésie de l'enfance qu'une inclinaison violente nous accapare? Manon, Manon, Manon. Son prénom virevoltait déjà mon esprit, piquait mon imagination. Cette nouvelle Madame de Tonnerre détenait les clés de mon dessein, et cela me désolait sincèrement. J'aurais tant aimé que ma femme fût tout mon avenir. Dès le lendemain, je me dissimulais dans le pain parasol du petit sauvage avec un coussin que je calais sous mon ventre. Bercé par le las balancement de la branche, je modérais mes ardeurs. L'amoureux de la monogamie que j'étais encore n'était pas prêt à se précipiter dans les affres d'une liaison charnelle. La fidélité était la clé de voûte de la personnalité ossifiée d'Alexandre Eiffel. Tromper Elk me métamorphosait si radicalement que je redoutais cette éventualité autant que je l'espérais. Je préférais essayer de retrouver avec Manon les voluptés que le petit sauvage avait éprouvées jadis en frôlant Fanny de Tonnerre, en se laissant griser par son charme subtil. Ces sensations primitives, véritables, esquisses de ma vie sensuelle, me paraissaient parfois plus étourdissantes que la somme de tous les coïts d'Alexandre Eiffel. Puis, j'attendais ne pas me plier aux règles de l'amour adulte. Où était-il écrit que la fornification était une issue obligatoire? Je souhaitais seulement connaître avec Manon une relation aussi légère que le commerce charmant que j'avais établi avec Fanny, avant qu'elle ne perdît la tête. Ces pensées m'occupaient quand j'aperçus Manon, vêtue d'un bref maillot de bain. À sa vue, je frissonnais. Elle marchait pieds nus sur la digue du petit port privé commun à nos deux villas. 2 statues de lion en défendaient toujours l'entrée. Ma gorge devint sèche. Cette Madame de Tonnerre me donnait aussi soif que celle de mes souvenirs. Elle sauta à bord du petit bateau bleu que sa famille possédait encore, vérifia que le réservoir à essence était plein et cria « Viens !» Je jetai un coup d'œil sur le jardin des Tonnerres. Il n'y avait personne. « Viens, viens, vite !» répéta-t-elle. Qui pouvait-elle interpeller? Manon fouilla dans un sac de plage, saisit ce qui paraissait être un miroir de poche, et refléta la lumière dans ma direction. Je demeurai un instant ébloui. « Alexandre, je t'attends !» Stupéfait, je descendis de l'arbre et la rejoignis. Le moteur du bateau ronronnait. « On va pirater ?» me lança-t-elle. Sans réfléchir, je montai à bord. Elle largua la mort avant. « Comment avez-vous fait pour me repérer ?» demandai-je encore interloqué. « Je connaissais ta cachette. Quand on était gosse, tu passais des heures dans cet arbre. Et moi, tu savais où je me planquais à l'époque? »« Non. Juste en face, dans le séquoia. Je me postais là pour t'observer en douce. » Manon jeta sur le quai la dernière mort, manœuvra dans le port et dirigea l'embarcation vers la large. Que Manouche eût maté le petit sauvage à son insu, alors qu'il contemplait sa mère, me laissait pantois. Le clapotis de la mer nous secouait. Je me trouvais dans le bateau bleu de Madame de Tonnerre avec son fantôme. Et quel fantôme! Le corps de Manon offrait à l'œil une carnation irréelle, ainsi que toutes les courbes et tous les volumes susceptibles d'assécher la gorge d'un homme. Le Sahel s'installa dans la mienne. « Tu t'en étais jamais rendu compte? » reprit-elle. « Non. Quand j'étais dans le séquoia, j'étais tellement amoureuse que parfois je me mordais jusqu'au sang pour ne pas crier. Pourquoi m'avez-vous appelé?
Autrefois, ma mère partait des journées entières en bateau avec toi. J'étais folle de jalousie. Elle ajouta en souriant. Maintenant, c'est mon tour. Puis elle précisa, en jouant à sa voix cassée. Mais rassure-toi, je vais pas te violer. C'est juste un caprice. Une revanche de petite fille. Où m'emmenez-vous? Où alliez-vous avec maman? Derrière le cap de Camara. On repêchait dans les petits criques. Vous avez des masques et des tridents? Il y en a toujours dans le bateau. Accélérant en direction du fort de Camara. Les sorties de cette fille solaire me subjugeaient. Comme le visage de sa mère, celui de Manon clamait qu'elle était de ces femmes envoûtantes qui ont un solide penchant pour les éperdument dans l'amour physique, de celles qui vénèrent le dieu caresse et par qui les hommes peuvent espérer une révélation érotique. Tout cela, je la reniflais et le pouvais lire sur sa physionomie dessinée pour exprimer le plaisir et la douleur. Cependant, j'étais résolu à jugeler mes élans. Je souhaitais échapper au casse-tête de l'amour sexué, ne pas être confronté au dilemme pénible entre la fidélité et l'adultère. Et puis, je ne voulais pas me lancer à nouveau dans une liaison de grandes personnes qui, je le savais, ruinait à coup sûr la passion. À vrai dire, Manon n'était pas entièrement belle. Pris isolément, quantité de détails dans sa figure s'opposaient à ce qu'elle fut aimée. Sa denture était désordonnée. Son regard de loup pouvait inquiéter et ses traits étaient presque irréguliers. Mais il se dégageait de ses imperfections une sensualité qui m'affolait. De surcroît, sa ressemblance avec sa mère était à mes yeux un agrément supérieur à la beauté d'Elk. La franchise de Manon facilitait notre commerce. Elle ne s'embarrassait pas de ses préambules qui noient la sincérité et préférait parler de ce qu'elle sentait plutôt que de discourir sur nos événements éloignés d'elle. Notre conversation roula donc sur les sentiments que nous inspiraient nos destinées. Je exposais sans effort les motifs de ma conversation, lui expliquais pourquoi j'avais coupé la ligne téléphonique de la Mandragore et lui laissais entrevoir ma détermination. Elle sourit, parut me comprendre et dit « Quand j'approche d'un volcan, je me sens en vie. Le mois dernier, j'ai navigué en canot pneumatique sur le lac cratère de Kawajin, en Indonésie. C'est un lac d'acide sulfurique, en vitriol. Nous devions le sonder, faire des prélèvements. La moindre fuite du canot, nous étions dissous dans l'acide. » Puis elle ajouta « Eh bien, je vivais. Est-ce que j'étais plus dingue que toi? En tout cas, sur ce lac, je naviguais dans mes rêves de petite fille, s'exclama-t-elle. À ses côtés, je subissais une possession étrange. Le vent du large avivait l'incendie qui formait sa chevelure. Je me livrais au sentiment de bien-être que le petit sauvage éprouvait en compagnie de Madame de Tonnerre. Lorsque nous nous trouvions seuls en de pareilles circonstances, je retrouvais avec sa fille une sensation d'intimité presque semblable à celle que le petit sauvage avait connue sur ce bateau bleu. Manon Fanny me décochait des sourires par-en-dessous, timides, qui m'étourdissaient de bonheur. Et là, mes sens entrèrent dans mon inclination renaissante. Si Manon m'avait manifesté plus de froideur, peut-être aurais-je pu tempérer mes instincts. Mais elle ne cessait de me marquer le plaisir qu'elle prenait à ma présence par des mines qui me tourmentaient. Chacun de ses regards disait son avis dans ma peau. Je ne pouvais pas me dérober. Nous nous trouvions au milieu d'une baie. Je sentais qu'elle ne soulignait les qualités de son Bertrand que pour se convaincre qu'elle lui conservait quelque attachement. Et son insistance sur ce chapitre me semblait un procédé habile pour me prier de ne pas la tenter. Quand soudain, elle dit avec simplicité « J'ai envie de faire l'amour avec toi. » Puis elle sourit avec gourmandise. « Ah, fis-je, la gorge sèche. » Si la côte avait été plus proche, j'aurais plongé dans la mer. La franchise abrupte de Manon me désarçonnait plus que je n'osais le laisser paraître. Je ne m'étais pas embarqué pour la trousser, mais avec l'espoir de ressentir le trouble que sa mère avait inspiré au petit sauvage pendant des années, cette exquise griserie qui naissait d'une relation étroite faite de distance. « J'en ai envie, mais je ne le souhaite pas, » précisa-t-elle. « Ah, ça ferait désordre à 2 mois de mon mariage, je voulais seulement dire la vérité.
Pouvoir la dire sans que cela soulève de difficultés entre nous. M'accorder sa liberté, moi aussi. C'est bien ce que tu désirais? Oui, tiens. C'était cela qu'on pêchait des oursins dans le cric du hérisson. Manon s'approcha de la crique, immobilisa le bateau. Jeta l'ancre et piqua une tête. J'ôta ma chemise, mon pantalon, pris un masque et me glissa dans l'eau en caleçon. Les jambes de Manon frôlaient les miennes. Des reminiscences de volupté ancienne me submergeaient. La mer était tiède. Je baignais dans le ravissement, nageais autour d'elle. C'était bien les cuisses de Madame de Tonnerre que je reluquais à travers la vitre de mon masque. Quelle jouissance de les sentir si proches. Ah boy. Ses seins présentaient des rondeurs que je confondais avec celles de sa mère, Calice. Où est-ce qu'elle a des oursins? Demanda-t-elle. Là-bas. Je plongeais à la recherche de prairies de Posidonie, de grandes gorgones, de roches coralligènes et des poissons de toutes les couleurs qui vivaient encore dans ma mémoire. Mais je ne retrouvais plus rien, seulement de la rocaille nue et grise. M'étais-je trompé des calanques? Non, la pollution s'était chargée d'anéantir ces merveilles. Tout a disparu, contai-je avec désolation. Nous revîmes nos bateaux. En nageant, mon homme me jetait des longs regards. Ses yeux, qui étaient ceux de Fanny, me paraissaient pleins de désir pour le petit sauvage qu'elle apercevait en moi. Je montai à bord en premier, lui donna la main pour l'aider et la tira. Quand, tout à coup, elle sauta à califourchon sur mes hanches. Je vacillais, m'efforçais de sauver ma vertu, en vain. Elle me viola sans préambule. La houle puissance de son bassin brisa mes ultimes résistances. Quel ressac! Une ultime déferlante accompagnée de nos cris mêlés me terrassa. À 38 ans, je venais de découvrir dans les bras de Manon Fanny ce que le terme extase s'efforce d'exprimer. Cette protestante sensuelle, élevée dans nos parfums, m'avait fait à nouveau sentir ma virilité. Manon ferma doucement les yeux. J'eus alors l'impression qu'elle se reprenait complètement, après s'être toute donnée, remettant entre nous cet éloignement sans lequel le désir ne peut renaître. Jamais je n'avais eu le sentiment de m'unir à point à une femme. Et soudain, j'en étais entièrement dépossédé. D'instinct, Manon savait se replier au moment où la plupart des maîtresses commentent à l'imprudence de s'abandonner. Puis elle caressa mon sexe de ses lèvres, le sollicita, si bien qu'elle se monta sensible à ses agaceries, l'accueillit entre ses dents fines avec ferveur et tendresse, la cajola et enfin le suça. Quelle pipe! Était-ce la bouchon de... Était-ce la bouche de Manon ou celle de Fanny? Hier, aujourd'hui, se fondaient ensemble. Je flottais dans le paradis des fantasmes accomplis. Il n'était point question d'une simple satisfaction sexuelle, mais d'une félicité totale. Comme sa mère, 25 ans plus tard, elle but tout. Fanny Manon, la colombe à deux têtes, la femme qui voyageait dans le temps en demeurant intacte. Je croyais que vous ne souhaitez pas faire l'amour, murmurai-je en souriant. C'est vrai, mais je n'ai pas pu faire autrement. C'est pour ça que c'était si bon. Elle ajouta avec une extraordinaire fraîcheur. J'adore faire ça avec toi. C'était bon, vraiment bon, répéta-t-elle en souriant. Je demeurais émerveillé par cette jeune femme qui s'accordait la licence de dire que sa chair avait éprouvé. Manon bousculait sa pudeur protestante avec une gaieté et une liberté qui m'éblouissaient. Faire l'amour avec elle était vivifiant. À cet instant, une fêlure apparut en moi. En forniquant avec cette fille qui n'était pas ma femme, j'avais dérogé à l'un des principes qui corsetaient l'existence d'Alexandre Eiffel. Et ce quasi-délit, au regard des propos que j'avais 1000 fois tenus, me renouvelait, m'enfantait, me libérait du personnage amidonné que j'avais composé pour survivre à la mort de mon père, puis celle de ma mère. J'ai compris alors qu'il n'y a pas de vraie vie sans incohérence. Les hommes et les femmes qui tentent de se conformer toujours à une certaine idée d'eux-mêmes, quelle qu'elle soit, sont des presque cadavres. Le libertin ne revit qu'en découvrant la saveur de la fidélité.
L'épouse enfermée dans la monogamie ne fleurit que si elle court le risque de l'adultère. La cohérence mutile, l'incohérence régénère. Ma joie n'était gâtée par aucune culpabilité. Soudain, les vertiges du sexe m'apparaissaient plus comme un enfer. Je me sentais le digne petit-fils de tout moment qui, elle, avait toujours su cultiver ses aspirations les plus contraires. Bigote, grande consommatrice d'eau bénite, elle ne s'est jamais lassée de céder aux appels de ses sens. Mon grand-père fut sans doute l'un des maris les plus trompés d'Europe. À table, elle maniait le couteau à poisson avec dextérité et respectait scrupuleusement tous les usages du siècle dernier. Mais elle mangeait une fois par semaine un déjeuner complet avec ses mains, le plus salement possible, pour laisser la bride à la bête vorace qui sommeillait en elle. Ces repas particuliers portaient le nom de repas mortebise, en hommage à nos voisins qu'elle considérait comme des porcs. En ces occasions, elle s'autorisait même à rôter. « J'ai faim !» lança Manon. « Et moi soif ?» Nous retournâmes au petit port, puis elle m'entraîna en stop jusqu'à la ville, dans un restaurant italien. Sous l'influence de tout moment, j'avais rendu mon auto de location, et Manon refusait de monter avec moi à bord de la voiture de son Bertrand. Médecin de son état, il travaillait à l'hôpital pendant la journée. « Si j'avais envie de toi tout à coup, me dit Manon, franchement, ça me gênerait qu'on me fasse l'amour dans sa voiture. » Les femmes infidèles ont ces arrangements avec leur conscience. Le trajet en stop m'enchanta. Je n'avais pu lever le pouce au bord d'une route depuis l'époque où tout maman arrêtait les automobilistes élégants pour les sommer de nous véhiculer. Au restaurant, le serveur nous présenta la carte. « Que prend-on » demanda-t-elle. « Ce que tu aurais voulu si tu aurais eu 8 ans aujourd'hui. Je t'envie. Je veux faire plaisir à la petite fille que tu as été. Et qu'à moi, tu t'autorises toujours à être la belle petite Manon. La grande Manon. Je la laisse à Bertrand. Alors, on fait repas de dessert? Qu'est-ce qui nous empêche? Retire ta montre. Les horaires des grandes personnes, on s'en fout. Non, j'avais loupé mon rendez-vous. Je dois être à 15 heures à la banque. Manon, je voudrais que tout cela n'existe plus quand nous sommes ensemble. Vivons-on plus mal à 6 ans sans montre ni carnet de rendez-vous? Manon sourit, retira sa montre et la mit dans l'une des poches de son chemisier. Tu ne te sens pas plus libre? Si. On les choisit, ces desserts. Manon commanda 7 desserts, moi 4. Au grand étonnement du serveur, qui tenta d'infléchir notre choix vers des menus plus sérieux. Puisqu'avec toi, j'ai le droit d'avoir le temps, fit Manon, je souhaiterais qu'on ne fasse jamais de projet, qu'on vive tout dans la seconde. Des projets, j'en ai que 3 avec Bertrand. Marché conclu. Elle me tendit la main, je la lui serrai. Et pour commencer, dit-elle, juste après le déjeuner, on file dans un grand magasin pour s'offrir tout ce que nos parents refusaient de nous acheter. Je levai mon verre, nous trinquâmes et j'ajoutais. On mettra tous nos courses dans notre cabane. Notre cabane? Avec toi, je veux une cabane dans un arbre, pas une maison. Le serveur se retourna. Personne ne nous regardait. Manon me vola un baiser, en douce. Nous jouions déjà à nous aimer. Promets-moi que nous ne ferons jamais l'amour dans un lit, me chuta-t-elle. Je jurais solennellement de ne la faire gémir que dans des endroits improbables, en excluant toutefois les cabines d'ascenseur. Je suis claustrophobe. Nous nous amusâmes ensuite à imaginer quel enfant avait pu être chacun des clients du restaurant. Ceux qui revenaient à constater qu'ils s'étaient trahis eux-mêmes. Aucun gamin n'a jamais rêvé de courber l'échine devant un petit chef, d'être immatriculé à la sécurité sociale. Rares sont ceux qui aspirent à se couler dans un rôle de contribuable à double menton. Et nous n'avions que peu de princesses sveltes, de pirates téméraires et d'explorateurs devant nous. Tous paraissaient affiliés à une caisse de retraite. 11 desserts plus tard, Manon et moi nous servions du rebord de l'escalier mécanique d'un grand magasin comme un toboggan, afin de gagner le rayon alimentation. Manon fit main basse sur tous les chocolats dont elle raffolait, s'empara de 20 paquets de chips au paprika et rafla 10 kilos de meringue. « On voudrait qu'elle soit grande, notre cabane, » me lança-t-elle, avant de prier un vendeur de faire livrer cet amoncellement de vivres à la mandragore. Manon choisit ensuite 3 robes moulantes de star. 3 modèles qui eussent été
à leur place sur les épaules et les hanches de Greta Garbo. Depuis l'âge de 8 ans, elle nourrissait un rêve aussi ordinaire que ceux que mijotent dans la cervelle de la plupart des petites filles, à être célèbres et reconnues dans la rue. Acheter des costumes de vedettes de cinéma pouvait être un début. Que Manon eut le courage de m'avouer cette niaiserie me la fit aimer davantage. Pendant qu'elle terminait ses essayages, j'écumais le département bricolage. Il me fallait quelques outils pour construire notre cabane. Puis je me portais à acquéreur d'un lance-pierre, d'un couteau suisse et d'un trait électrique aussi long que celui que mon père m'avait offert au Petit Sauvage pour son 7e anniversaire. Ça sera arrivé ce soir, m'assura un employé. Au détour d'un rayon, Manon s'arrêta devant un vélo blanc hollandais. J'avais le même autrefois, s'exclama-t-elle. En plus petit? Tu as le même, rectifiai-je gaiement en sortant mon chéquier. J'achetai également un vélo rouge semblable à celui sur lequel le Petit Sauvage avait après pédalé. Jamais je n'avais pris autant de plaisir à claquer des ronds. Plus je dilapidais mes sous, casser le cochon, dit le Petit Sauvage, plus Manon et moi nous rapprochions de notre enfance. Je la retrouvai assise sur l'un des lits de rayon laiterie, les genoux croisés. On se déplacera à vélo, on aura une cabane et ne portera jamais de montre, conclut-elle. Arrête de parler au futur, on a dit qu'on vivait tout au présent, sans délai, dis-je en la basculant sur le matelas. Craignant le pire, une vendeuse voulut intervenir, mais Manon se redressa et me chuchota. Souviens-toi de ta promesse? Jamais sur un lit. Alors où? Dans ton arbre, me répondit-elle, le sourire au bord des lèvres. Là où tu étais quand je t'observais, nous filmons le mandragore à bicyclette. Moi sur mon vélo rouge, Manon sur le sien. Elle me fit redécouvrir les chemins que connaissent les écoliers de la région. Un instant, je crus que mon nez avait senti un parfum de mimosa. Mais cette odeur ne flottait que dans ma mémoire. Mon odorat demeurait anéanti. Manon s'arrêta au sommet d'une colline, essoufflée. Son visage s'assombrit et 2 rides apparurent sur son grand front. « J'ai un fiancé? Tu as une femme? »« En effet, disais-je avec détachement. C'est ça que tu trouves à dire? On vient tout de même de faire une connerie? Ma femme a épousé un type qui ne m'intéresse plus. Mais moi j'aime beaucoup Renaud. Bertrand. Renaud. Et je ne veux pas d'une double vie. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu fais là avec toi. Qu'est-ce que je fais là avec toi? J'ai perdu la tête aujourd'hui. Tu m'as embobiné avec tes histoires de gamins. Moi, j'ai envie de croire au mariage. On arrête tout de suite. Je t'adore quand tu dis le contraire de ce que tu souhaites. Écoute-moi bien, petit mec. Désormais, tu peux me donner 1000 rendez-vous. J'y viendrai pas. Mais si, tu réappliqueras et en courant. Tu es d'une prétention. Sois un peu moins sûr de toi. Manon, tu aimes faire ça avec moi. Prétentieux. Et le pire, c'est que tu as raison. J'ai la reconnaissance du ventre. Quelques côtes et 3 décembre plus tard, Manon me fit l'amour dans mon arbre à 5 mètres du sol. Chacun de ses coups de rein aidait le Petit Sauvage à renaître, me restituer un peu de ma radioactivité. L'incohérence de mon comportement avec mes propos habituels sur le mariage augmentait encore mon désir et mon sentiment de libération. L'avocat de la fidélité n'était vraiment lui-même que dans l'adultère, mais cette infidélité avait un parfum particulier, car la femme qui haletait sous moi avait les traits de Manon de Tonnerre, et nous trouvions dans le pain parasol de mon enfance, celui d'où je l'avais tant admiré. Ce Petit Sauvage avait pu imaginer qu'elle monterait un jour sur sa branche pour se livrer avec lui à de tels excès. Dans l'inconfort de notre position, nous voyageons longtemps vers le plaisir. « Manon, murmurai-je, je triche depuis le début. Je te dois la vérité. »« Quoi? Tu n'as jamais deviné pourquoi le Petit Sauvage passait tant de temps dans cet arbre? »« Non? Quand tu m'observais de ton séquoia en face, j'étais posté là pour contempler ta mère. »« Maman? » fit-elle, effarée. J'en étais dingue. Elle demeura muette. Tu lui ressembles tellement, ajoutai-je. Tu veux faire l'amour avec qui? Demanda-t-elle froidement. Tu préfères une réponse agréable ou qu'on continue à se dire la vérité? Salaud! Quoi, salaud? Et toi, avec qui étais-tu il y a 5 minutes? Avec moi ou le souvenir de ton premier amour?
Tu veux vraiment le savoir? Eh bien oui, j'étais avec le petit sauvage. Mais moi, j'ai au moins la délicatesse de te le cacher. Je te demande pas de me préserver. Les mensonges, je n'ai ma claque. Merde, si on n'est pas vrai l'un avec l'autre, avec qui le sera-t-on? Alexandre, ça sert de... À quoi ça sert de se faire mal? Si tu as envie de demi-sentiment d'eau tiède, tu peux partir tout de suite. Ne compte pas sur moi pour éviter les grandes émotions. Bonne ou mauvaise, je vais être vivant. Aussi vivant qu'un gosse dans une cour de récréation. Silencieuse, Manon m'a regardé quelques instants et m'embrassa. J'ai la nostalgie de ma cruauté et de ma générosité d'autrefois, murmurai-je dans son cou. Une voix retentit dans le jardin de Turner. Un homme appelait Manon. Bertrand, dit-elle gênée. Elle rajouta sa jupe, descendit de l'arbre avec précipitation et me lança. Comment sa cabane sans moi? Je te déteste, tu m'emmerdes, mais c'est vrai que je vais me faire ça avec toi. Manon disparut. Je fus alors gagné par une sensation d'étouffement que je n'avais pu éprouver depuis plus que 20 ans. L'asthme du petit sauvage réapparut dans mes bronches d'homme. Ce retour inattendu d'une affection de mon enfance me bouleversa. Gêné dans ma respiration, tourne la page. Je pleurais de bonheur. Mon corps se souvenait de ces crises légères que c'est le petit sauvage quand il se sent abandonné. À chaque départ de ses parents pour l'Afrique, ou certains soirs de solitude au collège Mistral. Caressé par le vent, je repris peu à peu mon souffle et retournai à la mandragore, gorgée de sève. J'entendais s'aborder ma vie parisienne. Ne put me laisser la possibilité d'un repli. Au diable la prudence. Je voulais redevenir indéterminé. Ne puis être comme obligé par mes choix antérieurs. Que Manon eut dans l'esprit d'épouser Bertrand m'était douloureux. Mais elle n'entrait point dans mes intentions de la lui souffler. Je ne proposai à Manon aucun avenir, seulement un présent. Pas une maison, mais une cabane nichée dans un arbre. Je désirais jouer, gaiement, notre amour, rire, évoluer toujours avec elle dans l'imprévisible, et surtout, ne jamais altérer la légèreté de notre commerce. Tomber à nouveau dans la gravité de l'engagement me terrifiait. Étais-je puéril? Bien sûr. Diront les grandes personnes amorties, les faux sages englués dans l'adultie. Et moi alors, répondait le petit sauvage au fond de moi. Étant son nez pour mûrir, si mûrir signifie se résigner à toutes les scléroses que frappent les sentiments. La véritable maturité n'est-elle pas de s'enfanter chaque jour? Vive le mouvement! Je revendiquais ma puérilité exigeante et n'aspirais qu'à un seul rôle, celle de l'amant. Je comprenais soudain l'élan des garçons et des filles qui se grisèrent de vocifération sur les barricades de mai 68, comme ils eurent raison, par-delà le grotesque de leur rhétorique, de vouloir désorganiser le monde des grandes personnes. Quel printemps dans une société engourdie, que ces fils et ces filles d'une société riche crachent sur l'opulence était certes ridicule, mais j'admirais tout à coup leur refus brutal, net, de se faire anesthésier, leur lyrisme aussi dérisoire que touchant, leur révolte devant l'immense ennui de l'existence qu'on leur réservait. Au fond, mon dessin équivalait à une sorte de mai 68 intime. Dans le salon de tout moment, je tombais sur Monsieur Louis qui piaffait. La coupure de ma ligne téléphonique avait dû l'agacer. La mine grave, flottant dans un costume de flanelle grise qui nageait autour de son corps chétif, elle se tenait devant une table sur laquelle il avait étalé des dossiers ouverts. Des courbes et des graphiques s'affolaient sur des feuilles quadrillées. Monsieur Eiffel, articula-t-elle avec componctuation en retirant ses lunettes, l'emprunt que vous avez contracté pour acquérir cet hôtel est en complète contradiction avec la politique de désendettement que nous menons depuis 3 ans. Votre désinvolture, je ne trouve pas d'autre mot, déséquilibre gravement votre bilan. Enfin, de l'imprévu? Pardon? Qu'est-ce que vous buviez pour le goûter à Lutin? Je parle de votre bilan, lança-t-il irrité. Du lait ou du thé? Un verre de lait, pourquoi? Je fouillai dans la cuisine et revins avec 2 tasses, une bouteille de lait, du pain et du chocolat. Monsieur Louis, je pense que vous devriez recommencer à goûter.
Je lui versai une tasse de lait et le lui proposai. Dérouté, elle l'a saisi. Je commençai à croquer une barre de chocolat. C'est important le lait, continuai-je. Il faut revendre cet hôtel, tout de suite. Prenez plutôt en note ce que je vais vous dicter et envoyez cette lettre aux rubriques spécialisées de plusieurs quotidiens. Intrigué, M. Louis sortit un bloc-notes et un stylo de son attaché-case. Monsieur, commençai-je, veuillez publier le texte suivant. Madame Eiffel, née sauvage, a la douleur de faire part du décès de son petit-fils, Alexandre Eiffel, disparu en mer jeudi dernier. Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité. Ajoutez une formule de politesse et joignez un chèque pour le règlement. Monsieur Louis avait cessé d'écrire. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Ai-je l'air de plaisanter? L'homme auquel vous croyez parler est mort aujourd'hui, entre les cuisses d'une femme. C'est tout frais. Il est bon que les gens qui l'ont connu soient au courant de son décès. À quoi jouez-vous? Je désire être oublié par toutes les relations d'Alexandre Eiffel. Et votre famille? Dites la vérité à ma tante. Et votre femme? Je vous charge de notre divorce. Dites à elle que l'homme qu'elle a épousé, ne veut plus exister. Soudain inquiet, M. Louis me dévisagea. Vous n'allez pas faire de bêtises, au moins. Si, plein de bêtises, m'exclamai-je en souriant. Et le bilan? Je vous vends les Eiffel, mais vous me payerez sur 20 ans. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on reparle de tout ça plus tard, la tête froide. Prenez le temps de la réflexion. La prudence ne m'intéresse plus. Je vais vivre illico. Si vous êtes preneur, préparez le contrat de vente. Sinon, trouvez un acquéreur. Encore sous le choc, il me dévisagea. Je ne vous reconnais plus. Vous ne pouviez pas me faire de plus beaux compliments. Vous êtes dingue ou quoi? Dit-il soudain. Non, ce sont les autres qui sont fous. Ne pas écouter le gosse qui est en eux. Je lui tendis la main droite, me repris et lui offris ma main gauche. Au revoir, monsieur Louis. Je peux compter sur vous? Oui, fit-il à regret. Elle me serra la main. Je raccompagnerai jusqu'à la porte d'entrée et lui dis avec sincérité. Je vous souhaite de tromper votre femme. L'adultère, il n'y a que du vrai. Il n'y a que ça de vrai. M. Louis posa sur moi un regard désemparé, monta dans sa voiture et disparut au bout de l'allée, dans le monde des grandes personnes. J'ai alors le sentiment qu'Alexandre Eiffel commençait à dépérir, et cette sensation ressemblait à un grand soulagement. Mais la renaissance du petit sauvage n'était pas encore assurée. Je montais sur mon petit vélo rouge, pédalais jusqu'au poste du village voisin et consultais les annuaires pour retrouver les adresses des membres de la société de Crusoe. J'hésitais un instant à rechercher celle de M. le Félon, puis je jugeais sa faute trop scélérate pour qu'il pût prendre toujours à être un Crusoe. J'écrivis ensuite le même petit mot à Tintin et aux jumeaux Philo et Pierre. Rendez-vous, même heure, même lieu, le 2 juin, Société des Crusoe. Le 2 juin était la date du lendemain. J'étais pressé de renouer avec mes rêves d'enfant, et je ne voyais que la sagesse dans ma décision de rompre les derniers liens que m'amarraient encore à ma vie de grande personne. Les seuls engagements auxquels je me sentais étaient ceux que le petit sauvage avait contractés, avec autrui et envers lui. En fin de journée, j'avais réuni la matériel nécessaire pour entreprendre la construction de la cabane. Mais tout maman insista pour que je l'accompagne au cimetière. Ses gambattes de nonagénaire la soutenaient encore fort bien. Elle ne redoutait pas les longues promenades. Nous partîmes tous les deux. Elle s'appuyait légèrement sur mon bras, moins par nécessité que par goût, ainsi que je l'avais vu faire avec mon père. Je sentais qu'elle avait le sentiment de marcher au bras de son fils, Pascal. Après 1 heure de promenade dans les garrigues, nous pénétrâmes dans le cimetière où les Eiffel avaient coutume de venir dialoguer avec leurs morts. J'y entrais pour la première fois depuis que mes parents m'avaient abandonné sur terre. Voici, voir leur temple m'avait toujours paru inutilement pénible. Je préférais me bercer dans l'illusion qu'ils n'étaient qu'absents et qu'un jour qu'ils reviendraient m'étreindre. Salut Gustave, lança tout maman avec simplicité en passant devant le monument érigé à la mémoire de notre aïeul. Puis elle me dit sur un ton de confidence. Tu sais pourquoi elle a construit la tour Eiffel?
Non, pour apprendre aux grandes personnes à s'étonner, mais ne le répète pas, c'est un secret de la famille. Tout moment s'arrêta devant une sépulture, celle de son époux, qui s'était fait inhumer avec ses 7 perruques. Mon grand-père craignait qu'un esprit railleur ne découvrit ses postiches après la disparition. La vieille figure de tout moment se froissa de douleur. Des larmes coulèrent le long de ses rides, une cascade de tristesse. Je la serrai dans mes bras, ma petite grand-mère. J'ai tellement aimé Polycarpe, je l'ai beaucoup trompé, ajouta-t-elle soudain, mais je l'ai tellement aimé. Je caressa ses cheveux blancs. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus d'homme, répéta-t-elle avec désolation. Depuis qu'elle était veuve, plus aucun monsieur n'avait partagé son lit. Elle s'était mise à dormir avec une bouillotte, par nostalgie de la chaleur d'un homme. Et parfois, elle passait du papier de verre sur ses épaules nues, afin de retrouver la sensation d'être frôlée par un menton mal rasé. Devant sa douleur, j'eus l'idée de lui envoyer une lettre d'amour anonyme tournée de façon à illuminer sa vieillesse. Son gros cœur de femme avait soif de passion extrême, d'exaltation et de romantisme à Katsu. J'étais disposé à lui offrir ses palpitations, d'ultimes insistants de trouble. Non loin se trouvait une grande dalle de marbre rose ombragée par un pin parasol. Tout maman m'y conduisit en séchant son visage. Sur le marbre était gravé « In Memoriam », Pascal et Fanou, 1929 à 75 et 1930 à 77, Eiffel. Les parents du petit sauvage ne reviendraient donc jamais de leur grand voyage. Tout maman me sursura en me serrant la main. Ils resteront toujours jeunes, toujours beaux, toujours amants. Il n'y avait donc que l'amour pour vaincre le temps. Les grosses racines du pin parasol plongeaient sous la tombe, comme si elles eussent voulu se nourrir de la chair de mon père et de ma mère. À l'autre bout de l'arbre, au-dessus de la sépulture, j'aperçus un essaim d'abeilles accroché à une branche. Le bourdonnement de la vie emplissait l'air. Ce soir-là, je me soupis dans mon lit à volupté, me laissais flotter dans un demi-sommeil et, sans le secours d'un dormitif, tombais dans les bras de Morphée. Cet événement d'apparence anodine me procurait un vrai bonheur. Je ne m'étais plus endormi sans somnifère depuis des lustres. Alexandre Eiffel ne connaissait que le lourd sommeil chimique qui ne déleste jamais complètement du fardeau d'une fatigue accumulée. Je m'offris donc une ronflette digne de celle du petit sauvage, profonde, réparatrice et peuplée de vrais rêves. Quel dodo! Le lendemain matin, je bondis de mon pucier aux aurores, tel le petit sauvage le lendemain de Noël, et me précipitais dans le salon pour ouvrir avec jubilation les caisses de mon train électrique. La livraison avait lieu dans la soirée. Je ne m'étais plus éveillé aussitôt spontanément depuis au moins 25 ans. J'avais envie de jouer, moi qui, 3 semaines auparavant, n'étais traversé par aucun appétit, aucune envie, aucun élan. Ma décision de bazarder mon entreprise et rendre à elle sa liberté m'avait donné le sentiment d'être en grandes vacances. Et puis j'étais amoureux, fou. Cette seule disposition de mon cœur aurait suffi à m'enfanter, tant il est vrai que la passion s'éloigne de l'adultie. Dans les grands salons, je trouvais des piles de linge repassées. Tout maman ne s'était pas départi de son habitude de se lever à 2 heures du matin pour expédier les tâches ménagères qui la rasaient. Elle se recouchait ensuite. Cela lui permettait de couler des journées entièrement consacrées au plaisir. J'installais les commandes du circuit dans la halle et posais les rails à travers tout le rez-de-chaussée. C'est ainsi que le petit sauvage prenait possession de la mandragore. Avec une joie sans mélange, je raccordais les aiguillages, prolongeais les lignes, jetais des ponts entre les radiateurs. Marcel m'observait en remuant la queue. « Le petit sauvage, tu es un fou !» répéta Lily. Quand mon train électrique fut monté, je m'attelai à la construction de la cabane dans l'arbre du petit sauvage. Je souhaitais que les travaux fussent bien avancés quand Manon me rejoindrait. Le plancher fut bientôt assemblé et fixé. Mes mains, surtout la gauche, recouvraient peu à peu leur dextérité d'antan pour nouer des cordages, manier la scie et le marteau.
Si l'un des banquiers, dès que les Eiffel, m'avait perçu torse nu, sifflant, clouant, il aurait sans doute cru avoir affaire à un autre que moi. Ma raideur me quittait. Mon dressage social s'estompait. J'allais descendre du pain parasol pour prendre mon petit déjeuner avec tout maman. Ma fringale était de celle qu'Horace lutin. Qu'un ululement retint mon attention. Peu à peu, j'ai compris qu'il provenait du séquoia qui se dressait devant mon arbre. Telle la petite manouche, Manon était en train de me guetter, dissimulée derrière les branchages. Je sautai sur le sol et me rendis sur le séquoia. Manon se trouvait effectivement à quelques mètres au-dessus de ma tête, avec califourchon sur une grosse branche, vêtue d'une robe légère. 2 grosses boucles d'oreilles brillaient sur ses lobes. « Tu montes ?» me lança-t-elle, jusqu'à l'aider l'arbre dans sa direction. Elle s'enfuit un peu plus haut en riant. Ses jambes nues m'asséchaient la gorge. Je la poursuivis. Elle prit d'attitude. Je grimpais avec plus d'empressement. À chaque fois, elle se dérobait. Le chat, la souris. Plus elle m'échappait, plus mon désir s'emballait. Quand nous atteignîmes le sommet de l'arbre, elle s'écria avec joie. « Le petit sauvage, dans mon arbre !» Avec gourmandise, elle me basculait dans une position follement périlleuse qu'il serait déplacé de peindre avec précision. La houle de son ventre, son ardeur fascinante, son goût immodéré pour certaines inventions acrobatiques, sa grâce dans l'abandon, tout cela ensemble me plongea dans un insondable contentement des sens. Lorsque dans le plaisir mes paupières se baissaient, Manon maçonnait à chaque fois une claque en répétant « Ouvre les yeux! Tu es avec Manon! 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 » Son 7e orgasme, incroyablement sonore, digne d'un sifflement d'une chaudière de locomotive à vapeur, mit un point final à nos ébats aériens. « J'ai faim, murmura-t-elle. On va voler des cerises chez le père Clemens. Il vit toujours. Oui, allez, on y va. Elles sont sucrées en ce moment. » Le père Clemens, un vieux paysan au naturel acariâtre, possédait quelques dizaines de cerisiers que les gamins de la région pillaient tous les ans. Le pot de sauvage et Manouche avaient fait partie des escouades d'écoliers qui s'abattaient chaque été sur son verger. L'entreprise présentait quelques risques. Le vieux Clemens, un ancien d'Indochine, montait la garde d'un œil. Il était borgne, avec une pétoire chargée de gros sel et un klebs aussi stupide que sanguinaire. Nous gagnâmes son verger à vélo. J'avais emporté mon lance-pierre afin de couvrir notre éventuelle retraite. Manon me fit la courte échelle pour franchir le mur. Je lui tendis ensuite la main. J'avais oublié mes 38 ans. Le frousse terrible qui me saisit en m'avançant sur cette terre interdite me transportait loin de l'adultie. L'adulcie. C'est adultie ou adulcie, je sais pas. Fais gaffe, me murmura Manon. Il était souvent planqué derrière ce muret. Je jetai un caillou en direction du petit mur de pierre sèche. Il n'y a personne, suçotai-je. Je me retournai. Manon n'était plus là. Je reçus une cerise dans l'œil. Tiens, mange, dit-elle. Elle se trouvait déjà dans un arbre en train de garnir ses poches de cerises sombres et grosses comme des petits abricots. J'essayai de la rejoindre quand une décharge retentit. Le derrière en feu, je me mis à glapir. « Ah! Je suis touché! Fini le tourisme, on déménage! » s'éclama Manon. Un antique clébard accourut dans notre direction. Ses aboiements tenaient de rugissements et ses chicots étaient noyés dans un flot de bave. Nous n'eûmes que le temps de sauter par-dessus le mur pour échapper à sa fringale. Dans l'affolement, je n'eus pas la présence d'esprit de sortir mon lance-pierre. « Ce n'est plus de mon âge, soufflai-je. Monte ton vélo et détale, vieillard. » Je me suis mis à pédaler en danseuse pour épargner mon fondement. Nous sommes enfuîmes d'or sur un chemin recaillu. Lorsque nous fûmes hors d'atteinte, Manon passa devant moi, me fit une queue de poisson et freina brusquement. Je partis en vol plané sur un bosquet de bambou. « Ah, tu es con !» grognai-je. Elle riait. « Allez, montre-moi ton derrière !» Elle examina mon fessier avec minutie et conclut que ma blessure n'était qu'une raflure. « Si on s'était fait piquer, on aurait eu l'air fin ?» dis-je en reprenant mon souffle. « À l'ombre, tout de suite. Violation de propriété privée et tutti-catti. On n'est plus des galopins. Elle est passée la barre des 18 ans. » « Calma, se fit-elle en m'enfourchant. Il nous était difficile de ne pas nous accoupler quand personne ne nous surveillait.
Nous le faisions pas vraiment exprès. Il y avait dans le frottement de nos chairs comme une nécessité, une urgence à laquelle nous ne pouvions pas échapper. Nos corps exigeaient leur dû. « Merde !» s'écria soudain Manon, au moment où son plaisir paraissait sur le point de la terrasser. « Quoi? Mes boucles d'oreilles! Je n'ai perdu une !» Contrarié dans son élan, mon sexe revint au point mort. Et Manon, de piailler, de paniquer, de se jeter, ses boucles d'oreilles lui venaient de sa grand-mère, qui elle-même les tenait. « Un bijou étrusque! » Je dus compartir, paraître affligé, retourner avec elle sur nos traces, fouiller le moindre détail. 3 heures durant, nous fouinâmes en vain. Manon ne s'avoua vaincue par le sort qu'après avoir soulevé tous les cailloux du sentier que nous avions emprunté. Sur le chemin du retour, nous traversons un village qui roupillait sous le soleil de midi. Quelques très vieux attendaient la mort sur des bancs, d'autres moins nombreux tentaient d'oublier leur rendez-vous avec les ténèbres en taquinant le cochonnet. Mais Gaubec, elle pétanquait en silence. Je pénétrai chez un marchand de journaux, achetai un quotidien du matin et l'ouvris. « Qu'est-ce que tu regardes? »« Si je suis bien mort. »« Oui, ça y est, c'est fait. On parle désormais de moi au passé. » Interloqué, Manon s'approcha et jeta un œil sur la rubrique nécrologique. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Monsieur Alexandre Eiffel n'est plus. » « C'est vrai, puisque c'est dans le journal. »« Pour un fantôme, tu te défends bien? »« Non, sérieusement, qu'est-ce que ça signifie? »« J'ai envie de jouer à être mort. »« Qu'est-ce qui te prend? » « Si tu croisais la petite manouche au coin de la rue, que penserait-elle de la femme que tu es devenue? »« Du bien, je crois. »« Tu as de la chance, parce que le petit sauvage rencontrait M. Eiffel et lui cracherait dessus. »« Je ne veux pas être ce monsieur prévisible. Je l'ai tué au jeu du monde. En fait du mien. »« Je vends mon entreprise, je divorce, je coupe les ponts, je me recommence, je renais, grâce à toi. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? » La vivre pour de vrai, bille en tête. Je demeurais sur mon vélo rouge. Manon m'a suivi. Concrètement, ça veut dire quoi? Vivre ici et maintenant. Et moi, je fais partie des projets? Non. Ah, fit-elle, dans son intonation, je sentis un dépit mal dissimulé. Tu n'en fais pas partie, car je ne veux plus former de projet. J'ai brûlé mon agenda. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 30 prochaines secondes? On va pirater! M'écrirai-je en m'élançant dans une longue descente. Mon existence ressemblait enfin à une escapade en enfance. Le mistral d'autrefois fouettait mon visage. Je me retrouvais presque dans la vérité du petit sauvage. Mais cette sensation demeurait précaire et imparfaite. Mon odorat restait en panne. Les seules senteurs qui m'étaient accessibles étaient les parfums que je reconstituais de mémoire. À la façon d'un musicien qui se souvient d'une cantate. Quand je humais une feuille d'eucalyptus, je ne jouissais que d'une odeur mentale que ne percevait pas mon nez. J'avais commencé à liquider M. Eiffel, mais il me fallait encore franchir bien des étapes avant de ressusciter tout à fait le petit sauvage. Je m'arrêtais devant une clinique à l'entrée d'une bourgade. Cette clinique appartenait au docteur Blanchot, dis-je à Manon. Elle a été reprise par son fils? C'est une famille amie de la nôtre. Je racontais à Manon que le petit sauvage avait un jour eu vent des difficultés financières du docteur Blanchot. Le pauvre homme manquait cruellement d'accidentés de la route, de jambes fracturées et autres traumatismes rentables. La saison avait été mauvaise. Nulle épidémie de grippe n'était venue conformer ses revenus. À l'entendre, les virus n'étaient plus ce qu'ils étaient dans le temps. Les crises cardiaques se faisaient rares et l'hôpital lui volait ses cancéreux de façon déloyale. Touché par la détresse du docteur Blanchot, le petit sauvage s'est embusqué devant la clinique avec son lance-pierre derrière un mur. Bien décidé à redresser promptement le chiffre d'affaires des bâtiments. Pour être honnête, j'avais surtout vu dans les déboires du vieux Blanchot une occasion de canarder les passants en gardant bonne conscience. Je ne lapidais mes clients que pour la bonne cause. L'efficacité commerciale de mon initiative fut aussi spectaculaire que monumentale. Il y a eu beaucoup de sang. Mais les gendarmes me cueillirent au bout de 2 jours. Le fils Blanchot était aussi dans le pétrin, à ce qu'on dit. On lui donne un coup de main. Il me plaisait de renouer avec la cruauté du petit sauvage. Manon m'a souri. Nous nous planquons derrière un mur avec nos vélos. Je sortis mon lance-pierre et, pour me dérouiller, visais les porcelaines d'un poteau télégraphique.
Ça pourrait être plus précis, mais ça devrait aller. 5 minutes plus tard, Manon me signala une vieillarde chargée de cabas qui trottinait dans notre direction. Non, mais tout de même, murmurai-je, elle est trop âgée. Trop de gamins déboulèrent dans la rue. Non, chuchotai-je, ils sont trop petits. J'ai compris alors que ma cruauté d'enfant m'avait quitté. Je ne prenais plus le moindre plaisir à l'idée de faire gémir mon prochain. Je me sentais incapable de tourmenter ne fût-ce qu'un insecte. Où étaient donc passés mes instincts? Là, c'est un adulte, me glissa Manon. Vas-y cette fois-ci. J'abandais ma fronde à l'extrême, comme pour me prouver que j'étais encore digne de la férocité du petit sauvage, et lâcha l'élastique. L'innocent passa, poussa un cri et chuta sur le trottoir inanimé. Son visage saignait abondamment. Merde, 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 répétai-je en paniquant. J'ai la force d'un homme maintenant. On se tire. Je jeta mon lance-pierre dans une poubelle, sauta sur mon velours rouge et m'éloignai en toute hâte. Aussi blême que moi, Manon me collait aux fesses. Haletant, je freinai soudain. On ne peut pas le laisser comme ça. Essayé de remords, je fis demi-tour, ramassai l'homme ensanglanté et le porta sur mes épaules jusqu'aux urgences de la clinique, avec l'aide inefficace de Manon. Je l'ai trouvé devant chez vous, par terre, inconscient, balbutai-je en m'adressant à une infirmière. L'homme recouvrait ses esprits et me remerciait chaleureusement. Ce n'est rien, marmonnai-je d'un air penaud. L'examen qui suivit conforma à son bon état général. Je n'avais déchiré son arcade sourcilière que sur quelques centimètres. En sortant de la clinique, je me jurais de surveiller davantage mes impulsions. Ne plus laisser le petit sauvage me gouverner aveuglement. Cette extravagance devait être la dernière. Sur la route, Manon m'a dit avec un sérieux qui ne lui était pas habituel. « Alexandre, ça me dérange pas du tout, mais je crois... Enfin, j'ai l'impression que... »« Quoi? Quoi? Je t'aime. »« Oui, et alors ?» lui répondais-je en affectant une désinvolture qui masquait mal mon affolement. « Rien, je t'aime, simplement. » répétait-elle déroutée. « On se voit demain? » « Non, lundi, je vais en Italie ce week-end avec Bertrand. »« Ciao !» lançai-je en bifurquant. Je m'engageai seul dans l'allée qui mène à la Mandragore sans l'embrasser. La physionomie de Manon m'avait soudain inquiété. Elle avait posé sur moi un de ces regards graves par lesquels les femmes disent leur inclinaison à quitter les eaux claires du badinage pour entrer dans celles plus sombres de la passion. Je ne souhaitais pas que la féerie dans laquelle nous baignions dégénérât en histoire d'adulte. Plus que jamais, j'entendais préserver notre liaison du piège du couple. Un instant, je songeais au sort d'Elke, victime des mensonges que je m'étais si longtemps fait à moi-même. La malheureuse avait vraiment cru au personnage d'Alexandre Eiffel, à ses assertions préemptoires sur le mariage et l'engagement. Sans doute n'avait-elle jamais soupçonné que je me manipulais moi-même. Ma disparition sans préavis avait dû lui sembler inexplicable. Étais-je une ordure, un inconstant inconsistant et un parjure? Les couples que je fréquentais avec elle ne manquaient pas d'insinuer entre une partie de bridge et un match de polo. Pourtant, j'étais bien autre chose. J'avais soif de sens. La vie ne pouvait pas se résumer à une somme d'habitudes, à une enfilade de monuments creux. Je n'étais pas né pour mijoter dans un mariage aux petits oignons. Faire l'amour devait demeurer un vertige, une fête étourdissante. Certes, j'avais dû porter une estocade sérieuse à Elke, mais n'aurais-je pas commis un péché plus grand encore en continuant à n'être pas moi-même à ses côtés? J'avais rendez-vous avec les Crusoé. Après le goûter que m'avait préparé ma grand-mère, des tartines à la gelée, des groseilles accompagnées d'un bol de chocolat. Et c'est tout. Il est minuit et je suis fatigué. Bye bye.